Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée au test complet du détendeur thermostatique CO2 transcritique de Danfoss que j'ai découvert sur le salon Chillventa à Nuremberg en Allemagne l'année dernière. Pour le tester, j'ai choisi le groupe de condensation CO2 transcritique CR200 de Panasonic car sa ligne liquide à la haute pression permet d'alimenter le détendeur avec du CO2 liquide ou du fluide à l'état supercritique. L'évaporateur qui est immergé dans l'eau est constitué de 25 mètres de tubes de cuivre gainés. Sur la ligne liquide et la tuyauterie d'aspiration, j'ai installé un mano et un voyant pour nous permettre de visualiser le CO2 à l'entrée du détendeur et à la sortie de l'évaporateur. La puissance frigorifique du groupe, avec une température d'évaporation de moins 30 degrés, varie de 2,5 à 2 kW en fonction de la température ambiante. Pour sélectionner la buse, j'utilise le logiciel Cool Selector. La ligne liquide est sous-refroidie de 20 degrés pour une température de condensation de 25 degrés. Danfoss annonce une surchauffe de 3 K avec le réglage d'usine du détendeur. Dans ces conditions de fonctionnement, la buse CY est préconisée. Mais le logiciel indique que la buse C0 peut marcher à la limite de la zone d'instabilité. L'objectif de ce test est de tester les limites de fonctionnement. C'est pourquoi je choisis quand même d'installer la buse C0. Je tire au vide avant de charger l'installation avec du CO2 directement en phase liquide. Pour pouvoir analyser le fonctionnement du groupe, j'enregistre les données sur mon PC. Une fois le compresseur à sa vitesse maximum, je constate que le détendeur n'arrive pas à stabiliser la surchauffe en sortie d'évaporateur. L'orifice de la buse C0 est trop gros. Lorsque le pointeau ouvre la buse, le débit de CO2 liquide envoyé dans l'évaporateur est beaucoup trop important. Le fluide qui traverse les 25 mètres de l'échangeur n'a pas le temps de se vaporiser. Lorsque le bulbe le détecte, il ferme le détendeur, mais c'est déjà trop tard. Il souffle de nouveau lorsque la surchauffe augmente et l'opération se répète. C'est ce que l'on appelle le pompage du détendeur. Il me reste à tester le réglage de la surchauffe en augmentant la pression du ressort. Sur la doc technique, je vois qu'un tour correspond à 1,5 degré pour une application basse température. Ah, rien à faire, cette buse C0 est vraiment trop grosse. Il y a toujours du liquide en sortie d'évaporateur, malgré les différents réglages. Par contre, la surchauffe calculée par le groupe CO2 et avec le mano et le thermocouple est pourtant de 7 K lorsqu'il y a du liquide en sortie d'évaporateur. Cela explique sans doute les préconisations des fabricants qui recommandent des surchauffes plus importantes avec du CO2 qu'avec des HFC. Je dois passer sur une buse plus petite, de taille CX pour pouvoir continuer le test, avec bien sûr un bon tirage au vide et une nouvelle charge précise de CO2. Ça fait maintenant plusieurs semaines que je teste ce détendeur dans différentes conditions de fonctionnement. Je peux vous dire que j'ai démarré le groupe hier soir pour finir, c'était l'ultime test, et j'ai laissé tourner toute la nuit. Ce matin, en arrivant, j'ai eu l'agréable surprise que ça marche encore, visiblement. Tuyauterie d'aspiration et la ligne liquide est bien givrée comme on peut le voir derrière. Moins 47 degrés en température d'évaporation, chapeau bas Panasonic. On peut voir ici la température d'aspiration, moins 14 degrés. Bon, avec une surchauffe de 33 degrés à l'aspiration du compresseur. Donc visiblement, ça a l'air de fonctionner. On va voir maintenant ce qui s'est passé dans le bac à glace. J'avais éteint la pompe pour éviter les problèmes. Et je crois que j'ai bien fait parce que dans mon bac à glace, finalement, voilà la hauteur d'eau qui reste à l'intérieur. Il reste quelques centimètres d'eau, mais on a quasiment givré l'intégralité du bac. Bon, le groupe a bien bossé, hein, on va pouvoir l'arrêter. Et arrêter l'enregistrement aussi. Je récupère tout sur une clé et puis on regarde ça. On exporte ça sous Excel ensuite. On se fait un petit tableau. On va enfin pouvoir savoir ce qui s'est passé cette nuit grâce à l'analyse des courbes. Je vous ai mis l'enregistrement, on voit sur l'axe des abscisses, on va jusqu'à 300, ça veut dire qu'on a
6 heures d'enregistrement et sur l'axe des ordonnées, on va de moins 60 à plus 100. La courbe du bas, c'est la température d'évaporation. On voit qu'elle descend progressivement dans la nuit au fur et à mesure que le vivier se remplit de glace, finalement. Et on arrive au bout de 6 heures à des températures d'évaporation allant jusqu'à moins 45 degrés. Et oui, on l'a fait. On est sorti de la plage de fonctionnement du détendeur thermostatique qui est donné pour une température d'évaporation minimum de moins 40 degrés. En haut, on a la HP qui est relativement stable, qui est à la pression critique, aux alentours de 71 bars, avec des petites oscillations qui correspondent finalement à la légère ouverture du détendeur. Ces petites oscillations, c'est ça. Il faut se rappeler que sur le groupe CO2 transcritique de Panasonic, nous n'avons pas de réservoir liquide. Donc la ligne liquide est à la haute pression et finalement, quand le détendeur s'ouvre, la haute pression diminue. Quand il se ferme un petit peu, la haute pression remonte. Voilà, c'est ces petites dents qu'on retrouve sur la courbe HP. Pour la température du liquide haute pression, on est sous refroidi, donc là on est aux alentours de 0 degré, puis au fur et à mesure du temps, ça chute, on voit, ça descend en dessous de 0, c'est pour ça que ce matin, la ligne liquide était givrée. Donc petit rappel, pour que le fluide soit à l'état supercritique, il faut 2 conditions. Il faut que la pression soit supérieure à la pression critique, mais également que la température soit supérieure à la température critique de 31 degrés. Donc ce n'était pas notre cas. On était vraiment dans un fonctionnement subcritique de notre détendeur. Alors maintenant, si on regarde la du fluide en sortie d'évapo, alors on a ces petites dents, mais on est aux alentours de moins 20 degrés et ça reste stable tout le long du process. Ce qu'on voit ici en orange, finalement, c'est la surchauffe qui, au fur et à mesure du temps, a tendance à augmenter. Ça, c'est lié à la température d'évaporation, qui a, elle, tendance à décroître. On peut dire que le détendeur a fait le job, il n'y a pas de liquide à l'aspiration, et finalement, on est sur une surchauffe à l'aspiration du compresseur de 20 degrés, qui doit correspondre à une surchauffe en sortie d'évapo de 8-10 degrés, quoi. Il est temps pour moi de passer à l'ultime test en alimentant le détendeur avec du CO2 supercritique. La pression de service de 90 bars est suffisante pour faire cet essai sans risque. Grâce aux données enregistrées, je remplis un relevé de fonctionnement pour tracer le cycle sur le diagramme enthalpique. Le sous-refroidisseur permet au groupe CR200 d'envoyer du liquide même lorsque la haute pression est supérieure à la pression critique. Sur le cycle, on visualise mieux son rôle. Sans lui, on aurait un tiers de liquide en moins en sortie de détendeur et autant de pertes sur la puissance frigorifique produite. Je vais devoir quand même m'en passer pour tester le détendeur avec un fluide supercritique. Cool Selector ne permet pas de calculer la puissance de la buse au-delà de la pression critique. Je découvre également que la pression différentielle maximum, le MOPD, est de 60 bars. Je serai donc encore une fois en dehors des préconisations constructeurs pour cet ultime test. Je décide malgré tout de continuer mes recherches, en particulier sur la densité du CO2 lors du changement d'état liquide vers supercritique. Avec une pression proche de la pression critique de 74 bars, lors du passage de 31 à 32 degrés, la masse volumique du fluide est environ 2 fois moins importante, ce qui risque de réduire considérablement le débit du détendeur. Lorsque l'on augmente la pression à 90 bars, ce phénomène disparaît. Ce sera donc dans ces conditions que je vais tester le détendeur. En commençant mes essais, je découvre, suite à l'augmentation de la température du CO2, un fluide dans le liquide apparaître en dansant dans le bas du voyant. L'huile polyalpha-glycol utilisée dans le circuit est miscible avec le CO2, jusqu'à une certaine concentration en huile dans le mélange. Lorsque la température augmente, la densité du CO2 devient plus faible, donc la fraction massique de l'huile augmente. Le mélange dépasse la zone de miscibilité, c'est pourquoi l'huile se sépare du CO2 liquide en dansant dans le bas du voyant pour nous offrir un spectacle étonnant. Ensuite,
C'est le CO2 qui passe à l'état supercritique en formant un brouillard. Le détendeur ne semble pas affecté par ce changement d'état. Visuellement impressionnant, le passage de liquide à supercritique entraîne peu de variations sur la masse volumique du CO2 à 90 bars. Je suppose que le débit du détendeur n'est donc pas modifié, car la basse pression et la surchauffe restent stables. Pour conclure, je trouve que le détendeur thermostatique CO2 est une solution technique simple et basique qui a sa place sur le marché. Les différents tests que j'ai pu réaliser me confortent dans l'idée qu'il est parfaitement adapté aux installations CO2 transcritiques. J'espère que cette vidéo vous a plu et que nous aurons l'occasion d'en discuter lors d'une formation CO2 avec Frigoriste Solidaire. A très vite pour de nouvelles aventures.